Mais si jamais, la maladie s'aggrave, comme effectivement c'est le cas malheureusement pour plein d'autres personnes, hem, quelle sera ma place? Effectivement, là, dans tout ça, est-ce que je m'efface en tant que proche pour devenir juste un aidant, une sorte d'infirmier à domicile? Et à ce moment-là, à quel point j'efface aussi mes propres besoins. C'est difficile de me placer là-dessus parce que je me dis dans quelle mesure, effectivement, c'est un côté un peu égoïste et autocentré de penser à soi et à ses ressentis, à ses éventuelles douleurs ou sa maladie, par rapport à quelqu'un qui de toute façon est déjà dans une situation, qui est terrible. Aujourd'hui, je suis très heureux d'enregistrer ce deuxième épisode parce qu'il porte en lui une résonance toute particulière. Je reçois Jocelyn, compagnon de Pietro, que Tamara a déjà accueilli au micro de ce podcast, pour parler de son quotidien avec l'encéphalomyélite myalgique, une maladie qui lui vole toute sensation de repos. Et cet échange avec toi aujourd'hui, Jocelyn, vient faire écho au sien. En cela, il incarne pleinement ce que sont les échos de l'invisible. Avec Pietro, vous vous êtes rencontrés il y a bientôt 5 ans, à une période où la maladie était déjà là, une période d'errance médicale où beaucoup de choses se vivent sans toujours se dire. Aujourd'hui, la maladie chronique fait partie de votre quotidien. C'est dans cette réalité que tu m'as partagé que j'ai découvert chez toi quelque chose de particulièrement précieux, une grande humilité. Une humilité dans la manière de reconnaître ce que cette expérience a aussi bougé en toi, dans ce qu'elle t'a amené à ajuster, à apprendre à écouter, à exprimer, à voir autrement et peut-être même à être autrement. Dans tes réflexions et tes mots, il y a une honnêteté touchante et un regard à la fois lucide et sensible sur ce que ça implique de vivre aux côtés d'une personne atteinte de maladies chroniques et handicap invisibles. Un regard qui peu à peu s'élargit, un regard qui dépasse l'intime pour venir questionner notre manière de se considérer les uns les autres et qui interroge notre capacité collective à montrer d'un côté et à voir de l'autre ce qui ne se voit pas. C'est de tout cela dont nous allons discuter aujourd'hui. Bonjour Jocelyn. Bonjour Fernand. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Je suis très heureux Merci, de... merci à toi pour cette opportunité et pour ce projet. Ah, trop bien. Comment tu te sens actuellement? C'est la question qu'on se pose systématiquement. Comment tu vas? Écoute, ça va, un peu stressé par justement ce côté un peu donc le côté enregistrement, plus ou moins live, on va dire. Même avec effectivement la magie du montage qui peut opérer derrière, mais ça va, je suis content d'être là et je me sens à l'aise grâce à ta bienveillance. Merci, merci Jocelyn. De mon côté, je me sens un petit peu fatigué. Je navigue avec des symptômes assez forts et une chose toute bête qui n'a rien à voir, mais avec un aft qui s'est logé Ah. près de ma glotte et qui me fait passer des nuits horribles. Parfois, même des petits symptômes qui n'ont rien à voir avec la maladie peuvent être beaucoup plus handicapants. Donc voilà, mais je suis très heureux de faire ce second entretien avec toi. Pour commencer, quand on s'est rencontrés, Jocelyn, tu m'as d'abord confié que tu étais quelqu'un d'assez auto-centré, peu expressif, peu expansif, et que la maladie chronique de Pietro t'avait d'une certaine manière forcé à évoluer. Je Mmh. voulais te demander en quoi cette évolution, comment elle s'est construite pour toi et en quoi elle te semblait nécessaire. Bah, ça s'est construit un peu au fur et à mesure en même temps que la relation justement avec Pietro, à force justement de discussions, d'échanges sur ces sujets-là et d'une nécessité de mon côté de vraiment, réaliser en fait, on va dire la gravité et le poids de cette maladie et tout ce qu'il y a autour. Voilà, tu parlais effectivement tout à l'heure d'errance médicale qui est également, qui est un je trouve presque un aussi pénible, pas forcément de mon point de vue, hein, mais aussi difficile à vivre que la maladie elle-même. Parce qu'effectivement, c'est que d'un côté, on est malade et doublement puni parce qu'on reçoit peu d'aide à cause de ça. Donc il y avait vraiment ces 2 choses-là, et la nécessité donc de changer par rapport à ça, c'était vraiment se rendre compte que l'autre, c'est pas effectivement est dans une situation bien particulière et que parfois il est nécessaire aussi de pas forcément se reposer sur l'autre,
du fait enfin, comment dire? Que la personne soit toujours, à l'initiative des demandes. Le fait qu'ils disent: «Bon là, je suis pas bien, il faudrait que tu fasses ça et ça et ça». Voilà, il y avait d'abord eu d'abord ça qui s'est mis en place, voilà, la nécessité d'être à l'écoute, beaucoup plus à l'écoute, et de laisser un peu, pas non plus ouais, en quelque sorte le bénéfice du doute à l'autre en disant effectivement quand il va demander quelque chose, c'est que ça sort pas de nulle part, c'est pas un caprice, c'est qu'il y a une nécessité derrière pour se sentir mieux ou pour atténuer dans une certaine mesure l'inconfort ou les douleurs. Et ensuite, au-delà de ça, devenir soi-même force de proposition et ne plus seulement être à l'écoute quand l'autre vient vers toi, mais voilà, être à l'initiative en fait des choses et d'être plus dans l'observation, enfin voilà, l'observation plus l'écoute ouais, voilà, pour essayer justement d'être plus présent, au quotidien et de mettre en sorte des sortes de réflexes, en place. Je trouve ça hyper intéressant parce que effectivement, il y a le fait d'écouter et il y a aussi, d'une certaine manière, le fait de voir et d'observer peut-être les signaux faibles et de pouvoir les anticiper ou même sans forcer l'autre à devoir le dire, d'avoir cette espèce de compréhension intrinsèque entre vous deux et de pouvoir anticiper ça. Dans son interview, Pietro explique qu'il trouve sa plus grande ressource dans toutes les personnes qui l'accompagnent et qui l'entourent, notamment toi, bien évidemment. En quoi le fait qu'il mette des mots sur ses douleurs, sur ses symptômes, ses besoins, a aussi été une grande ressource pour toi, pour mieux comprendre ce qu'il vit, pour être présent pour lui au quotidien. Tu me disais notamment qu'il a eu cette phrase de dire j'ai besoin, j'en ai besoin. En quoi ça a été une ressource précieuse pour toi en tant que proche et que compagnon de tous les jours? Comme justement il y a vraiment ce côté de la maladie invisible, qui se manifeste par des symptômes qui sont pas forcément, tous visibles de l'extérieur. Mmh. Comme je disais, voilà, il y a cette nécessité d'être à l'écoute et d'apprendre, même si on n'est jamais complètement dans la peau de l'autre, parce que voilà, moi ce qu'il ressent, je le ressentirai jamais, même si éventuellement, je suis moi-même touché, par la suite de MSFC. J'aurai certainement on va dire un ressenti de la maladie qui sera différent. Donc de toute façon, ça appartient à chaque personne, donc et c'est pour ça que c'est important, pour lui, même si en quelque sorte le devoir et la charge mentale lui revient de devoir, dans un premier temps, exprimer toutes ces choses-là, parce que, pour le «commun des mortels» entre guillemets, c'est pas, c'est complètement enfin c'est on est complètement étranger à ces choses-là et c'est très difficile en fait de se mettre à la place de l'autre. Heu, voilà, pour toutes ces questions de ressenti et de besoin et parfois effectivement des on va dire, pas avoir le réflexe ou de se dire, que la personne aura besoin de quelque chose de très basique peut-être. Simplement j'ai besoin que ce soit très calme, j'ai besoin que tu parles moins fort. Voilà et puis il faut apprendre aussi effectivement à pas se vexer en fait sur ces choses-là parce que encore une fois, c'est le bénéfice du doute. Si la personne te demande ça, il y a une raison. Mmh. Donc c'est voilà, apprendre à prendre de la distance, à faire confiance et ouais et pour ça effectivement, on revient sur ce que la question que tu avais précédemment, le fait de changer aussi et on va dire, de changer un peu les priorités, au sein du couple ou en tout cas de la relation qui peut exister entre, entre le malade et son ou ses proches. Mmh. C'est une communication qui est devenue presque essentielle, en fait. C'est un outil essentiel entre vous 2. Je pense que c'est Ouais. certainement un outil qui peut être essentiel à plein d'égards dans n'importe quelle relation que ce soit, mais là particulièrement, c'était nécessaire Mmh. et avant qu'il verbalise toutes ces choses-là qui étaient invisibles pour toi, qu'est-ce que tu percevais ou qu'est-ce que tu ne percevais pas de ce qu'il vivait et de l'impact que pouvait avoir, cette maladie chronique pour lui? Alors, donc comme tu disais tout à l'heure, pendant ta présentation, quand on s'est connus, lui, il était déjà malade et en errance. Donc moi, ce que je voyais, ce que j'observais, c'était justement ses recherches, par rapport à ça. Dans un premier voilà, dans les premiers temps, il était question, d'une maladie de Crohn qui avait été diagnostiquée quelques années auparavant, qui expliquait en partie les symptômes. Il faisait régulièrement des prises de sang et cetera, mais voilà, il y avait des choses qui évoluaient. Il y avait eu un cytomégalovirus aussi, après ça
Donc voilà, plein de choses qui se cumulent, qui se mettent en parallèle. Il y a des choses qui correspondent à des symptômes, d'autres pas, et tout ça mis bout à bout a du sens en partie, mais et puis moins sur d'autres. Donc moi, ce que vous voyez effectivement, c'était cette recherche-là, mais on va dire c'était aussi flou pour moi que pour lui. Mmh. Même probablement effectivement plus flou pour moi, puisque comme j'étais pas forcément, comme tu l'as dit tout à l'heure, plutôt, je suis plus donc quelqu'un de nature plutôt auto-centré à la base, et c'est vrai que je le voyais gérer ça enfin pas très bien, mais donc enfin Pietro est quelqu'un qui gère beaucoup les choses. Donc je Mmh. le voyais gérer, voilà, ces choses-là, un peu à distance, et je me disais: «Bon, moi effectivement, voilà, je suis pas médecin, j'y connais rien ou pas grand-chose en tout ce qui est effectivement en médecine et autres», donc je voyais pas ce que je pouvais moi faire de plus que ce que lui mettait déjà en place. Mmh. Mais parce qu'en fait, il y avait cette idée que comme voilà, lui il était aussi en errance, qu'est-ce que voilà, enfin, on était vraiment orienté sur le côté médical, mais dans ce genre enfin voilà, dans ce genre de cas, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place au quotidien, voilà, et qui sont complètement, on va dire, abordables par n'importe qui. Voilà, en termes de, on parlait de charge mentale tout à l'heure, en termes de partage des tâches tout court, d'aider, heu et observer pour, voilà, pour savoir justement, hein, enfin pour être un peu plus juste, ouais, à l'écoute et en observation de l'état de l'autre. Donc moi je voyais, voilà, au-delà effectivement de cette recherche, on va dire de réponse d'un point de vue médical, j'observais aussi que, bah, il y avait, des baisses d'énergie, des moments de renfermement, pas forcément dépressifs parce qu'encore une fois, enfin, en tout cas de moments plus, voilà, plus difficiles, et voilà. Mais ce que je savais par exemple, c'est qu'il systématiquement quand il rentrait du travail, à cette époque-là, il était encore, professeur, en lycée technique, et il rentrait, et il dormait parce qu'il vraiment s'il pouvait pas, voilà, il pouvait pas faire autrement, Ouais. et et ça, voilà, c'est des choses qui se sont mises en place au fur et à mesure, et qui parfois étaient présentes, parfois non, au gré justement de ces avancées, et des progrès, et des choses qu'il pouvait mettre en place par rapport à sa maladie. Mmh. Donc je sais pas si j'ai répondu en partie à ta question? Si, si, tout à fait, et je trouve que c'est intéressant, le point de vue que tu as, et ce que tu disais à propos de Pietro dans les débuts et de son errance médicale où il était beaucoup dans la recherche médicale, et je pense qu'on passe tous plus ou moins par là. Je pense que cette capacité à verbaliser va bien au-delà d'une capacité. Pour ma part, ça fait 6 ans que je vis avec la maladie maintenant, et j'ai bien mis 2 3 ans avant de verbaliser les choses parce que aussi j'étais, dans j'allais dire une forme de déni. Je pense pas que ce soit tout à fait du déni, c'est plus de dire j'avais cette espérance, cet espoir que la maladie ne soit que passagère et qu'elle ne soit pas encore chronique. Hem et j'ai eu beaucoup de mal à verbaliser ça, auprès, d'amis, auprès même de famille où, je vivais ce yo-yo entre, «Ah, ça va, c'est trop bien, là ça va passer, c'est trop bien, ça y est, je m'en suis sorti», et puis, bah, non, en fait, 2 semaines après ça il y a une rechute, et puis ce yo-yo là, et je trouve très compliqué au départ et avant même de pouvoir verbaliser, et je suppose même Mmh. auprès de toi, il y a plein d'étapes avant qui font qu'il y a ce temps-là nécessaire avant de se dire, «OK, en fait, c'est là maintenant et je vais pas pouvoir y échapper, ça fait Ouais. partie de ce quotidien-là», et après, c'est effectivement de trouver toutes les ressources, notamment dans l'aide auprès des autres, dans le fait de pouvoir verbaliser. Mais c'est pas si évident que ça, et tout ce que tu as pu voir toi de ça, de voir qu'il était fatigué et de dire pour autant: «Mais c'était flou pour moi», mais certainement autant que ça l'était pour lui, beh, c'est très, très vrai, je pense, effectivement. Et dans ces moments, est-ce qu'il t'est arrivé de te sentir impuissant, démuni face aux symptômes de Pietro, à ses douleurs, peut-être à ses souffrances aussi? Tu disais il n'y avait pas tellement de dépression, il y avait peut-être une forme de déprime chez lui, je sais pas. Comment est-ce qu'il t'est arrivé de te sentir, démuni ou impuissant face à ça? Oui, complètement. Mmh. Et
Et je souris parce que ça malheureusement, il y a eu un épisode assez récent où j'étais complètement là-dedans, où on suppose qu'il a eu une forme de, pas d'infection, mais peut-être un petit, enfin une petite, enfin une petite intoxication enfin, elle aurait été petite avec quelqu'un de non malade, mais lui, ça a pris des proportions effectivement, qui étaient très, très pénibles. Donc en Mmh. fait, je le voyais qui était déjà alors qu'il avait mis plein de choses en place, pour aller mieux par rapport à l'EM, lui-même, mais Mmh. à cause de ça, et bah, ça le remettait vraiment en plein dedans et je voyais effectivement que, voilà, la maladie, bah, le fait d'être touché par ça, bah, lui l'interdisait encore plus, de variété en termes de nourriture Mmh. et effectivement, quand tu passes 3 semaines à manger, juste du poulet, du riz, bah, au bout d'un moment, même s'il adore le poulet, bah, il n'en Mmh. pouvait plus Bien et sûr. voilà, typiquement dans ce genre de moment, bah, même si on arrive à un point où il y a des choses que je sais, enfin que je peux moi un peu plus facilement mettre en place pour lui, là, j'étais à nouveau démuni par rapport à ce qu'on avait pu connaître avant, et donc ouais, dans ce genre de cas, effectivement, c'est à part être présent et être à l'écoute ou proposer une bouillotte ou des infusions, des choses comme ça reste très frustrant, en fait. Dire que surtout d'autant plus quand tu vois que la personne a mis plein de choses en place, comme je te disais et qu'il allait mieux et que tout d'un coup, paf, ça reparte et sans avec à nouveau une forme d'adhérence médicale parce qu'il a pas été très bien accompagné par son médecin sur le coup, par rapport à ça. Il aurait voulu avoir des antibiotiques plus rapidement et ça a mis du temps à se mettre à ce que ça lui soit accordé, quoi. Mmh. Donc ouais, bon, c'est un mini épisode finalement qui le remet encore, dans toute cette errance et toute cette fragilité. Et tu Mais oui, oui, au tout début, il y avait ça aussi, voilà, d'autant que tu disais effectivement qu'il y a tout ce travail, de recherche du côté mmh. du malade, déjà pour, enfin de recherche, de déni, d'acceptation entre dans certains sens pour dire: «Bon, déjà qu'est-ce que j'ai?» parce qu'en fait voilà, c'est, à mettre un mot sur la maladie elle-même et puis une fois qu'effectivement qu'on pense avoir une bonne piste, dire: «Bon ben, du coup, maintenant, OK, c'est ça, est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir? Ou est-ce qu'on le fait avec? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, atténuer?» Et effectivement, c'est à ce moment-là où, une fois que les choses sont un peu plus claires du côté du malade, il y a peut-être moyen de pouvoir communiquer avec les autres. Mais, ouais, ouais, c'est vachement difficile, Mmh. on va dire au long terme, quoi. Tu parlais de frustration. Est-ce qu'il y a d'autres ressentis de ton côté, vis-à-vis de cette impuissance et de ce sentiment d'être démuni face à ce qu'il vit, que ce soit dans le passé ou là, avec ce dernier épisode? Qu'est-ce qu'on ressent? Uniquement de la frustration, euh, de la tristesse, des remords peut-être, de la colère, un mélange de tout ça? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans tes pensées dans ces moments-là? C'est un peu un mélange de tout, comme tu le dis, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté, donc voilà, donc vraiment l'impuissance de dire: «Bon, bah, avec tout ce qu'on a mis en place», alors je dis «on», plus lui que Mmh. moi, mais quand même «on», tout ce qui a été mis en place, au sein de la relation, bah, il y a encore quelque chose qui se met en travers de la route. Et alors de la colère, pas forcément. Après, je pense que ça dépendra un petit peu de chacun. Peut-être qu'il y a des personnes qui pourront se sentir en colère par rapport à eux-mêmes, mais plus effectivement une forme de tristesse ou de culpabilité par contre. De Mmh. dire, «Ah ben, j'aurais peut-être si j'aurais peut-être plus été à l'écoute. Peut-être que je peux mettre plus de choses en place, mais je sais pas trop quoi». Donc ouais, c'est vraiment un mélange de tout ça. Et tu sentiment de devoir être plus à l'écoute ou est-ce qu'il y a des remords vis-à-vis de ça? Ouais. Ouais, ouais, je pense que, il y a moyen de faire que je fasse plus d'efforts. Voilà, par rapport à comme on le disait au début, ma nature un peu plus auto-centrée et c'est vrai que parfois, je vais peut-être avoir tendance à me replier là-dessus et à ce que le naturel revienne un peu au galop et surtout d'autant que comme Pietro a mis plein de choses en place, pour aller mieux, voilà, il prend plein de médicaments et de compléments pour justement un peu compenser, la maladie, voilà, ça fait pas disparaître, mais ça lui permet quand même de pouvoir un peu plus facilement appréhender le quotidien. Et c'est vrai que parfois je me dis: «Bon, bah, du coup, avec tout ce qu'il a mis en place, ça a l'air d'aller mieux, et j'aurais peut-être tendance à relâcher mes efforts». Donc effectivement, il Mmh. faut faire gaffe à ça. Heu et donc on peut pas effectivement il y a forcément la culpabilité qui revient quand même derrière en disant: «Ouais, c'est vrai que voilà, j'aurais peut-être été plus, je pourrais lui faire plus de massages», parce que je sais que les massages, ça le soulage, même effectivement, même 5-10 minutes avant de s'endormir, mais voilà, il y a le côté un peu égoïste qui peut parfois revenir, et
Je Et alors généralement, disons, la culpabilité, justement, c'est plutôt, on va dire, une bonne chose parce que dans ces moments-là, bah, je vais tendance justement la culpabilité va mettre un coup de pied à l'égoïsme en disant: «Hey, oh, c'est quand mmh, même, l'être aimé, donc tu vas te bouger et tu vas lui faire des petites papouilles, des petits massages avant qu'il puisse se coucher parce que tu sais que ça lui fait beaucoup de bien». mmh. C'est plutôt salutaire dans un certain sens, une forme de culpabilité. Et avec le temps, est-ce qu'on s'habitue à ce sentiment d'impuissance ou est-ce que c'est quelque chose qui reste toujours présent et tout aussi fort? Bah, au vu de l'épisode récent, j'aurais tendance à dire que ça reste toujours un petit peu, quoi, je pense que ça s'atténue, parce que, enfin, alors ça dépend vraiment des cas, entre guillemets, voilà, moi j'ai la chance et Pietro aussi dans une certaine mesure, hein, malgré la maladie. Quand je vois effectivement quand il me parle, d'autres personnes, qui sont touchées, mais qui sont alitées, dans l'obscurité, dans le silence, parce que vraiment, il y a aucune autre solution possible. Hem, voilà, nous, on est dans une situation où, avec les ajustements qui ont été mis en place, il y a une vie qui est toujours possible. Elle est ajustée, elle est adaptée, entre elle et les proches et voilà, on a mis des choses en place. Mais on va dire, il y a toujours moyen de on va dire, ça permet quand même de masquer un peu le truc. Disons que, ouais, et bah, ça lui arrive de prendre les transports, ben, personne effectivement pourrait imaginer, ce qu'il endure et ce qu'il traverse. Bien sûr. Alors qu'effectivement, bah, une personne qui est alitée, bon ben, si elle prenait les transports, ça se verrait parce qu'en fait, il y aurait, je sais pas, c'est même pas possible en fait, mais Oui, je oui. un exemple idiot, mais voilà, il y aurait une nécessité de déplacer la personne en ambulance ou en véhicule spécialisé, donc je me suis un peu perdu dans ma réponse. Non, non, c'est très juste, Désolé. c'est très juste ce que tu dis. Oui, oui, effectivement, il y a dans l'EM, il y a vraiment, mais je crois dans toute maladie chronique, il y a une amplitude Mmh, comment dire ça, des possibilités de comment on le vit et de à quel point les symptômes sont forts, à quel point ils sont handicapants. Au-delà même des symptômes, c'est comment on le vit psychologiquement aussi, comment donc il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, c'est très vrai. mmh. Et bah, ouais, ça je me remémore ta question sur la culpabilité. Mmh. Et pourquoi du coup, je me suis un petit peu perdu sur les exemples, notamment des personnes, alitées et tout ça. C'est que, bah, j'imagine, je sais pas, mais c'est vrai que peut-être une personne enfin, un proche ou un aidant d'une personne qui est dans un cas vraiment très sévère, pourra peut-être être dans une situation, enfin, dans un sentiment constant de culpabilité parce que il y a pas d'évolution. Mmh. Moi, c'est vrai que, voilà, comme je te disais avec Pietro, il y a cette «chance», entre avec des gros guillemets, Mmh. qu'il ait pu mettre des choses en place, pour améliorer son quotidien. Et du coup, la culpabilité peut aussi varier en fonction de ça, en disant: «Ben, ah bah tiens, il va bien du coup, quand il va bien, je me sens moins coupable puisque, bah, je me dis pas que je pourrais faire mieux puisque ça va». Oui, 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 oui. Oui, comme Mais, tu le dis, Pietro est quelqu'un qui gère aussi beaucoup de oui, voilà, choses il seul, qui a porte une énormément donc, autogestion. Je Pour poursuivre cet épisode, je te propose un petit moment d'interlude qui s'appelle la question de l'invisible. Cette question, elle est posée par Pietro. Il me l'a envoyée en vocal. Et si tu veux bien, surprise. voilà, exactement, une surprise. Je te la fais écouter si tu le veux bien. OK. Et je te laisse répondre après. Alors la question que j'aimerais te poser, Jocelyn, est la suivante, c'est qu'est-ce que toi tu aurais besoin que tu n'oses pas demander ou que tu demandes, rarement, au vu, du contexte et de la situation? Alors c'est difficile parce que Pietro, c'est quelqu'un de très généreux de base, donc il est déjà très à l'écoute, il est contrairement à moi, il est justement très, attentif aussi aux faibles. Effectivement, quand ça va pas, il le voit assez rapidement. Heu et hem et on a appris aussi, enfin, j'ai appris justement, on en parlait au tout début, à un petit peu, m'ouvrir plus, à être plus communicant envers lui parce que c'est quelque chose dont il avait besoin. Donc, je suis très reconnaissant justement pour ça, parce que c'est vrai que j'ai vachement grandi avec cette relation. Et après, de quoi de je sais pas, de ce dont j'aurais besoin, ah, c'est une vraie question piège. Heu,
trouve que c'est une belle question. Oui. C'est un beau miroir qu'il offre là, et le fait que tu ne puisses pas y répondre est une réponse en soi. Je trouve ça très beau que de dire aussi d'avoir je pense, à travers sa question, une forme de reconnaissance de l'aide que tu peux lui apporter et que Mmh. peut-être il aimerait aussi t'apporter, même si j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'attentif, comme tu C'est le dis. vachement le cas déjà au quotidien, donc qu'est-ce que c'est cette question, Pietro? C'est vraiment parce qu'après je suis peut-être influencé par le fait qu'on en ait parlé juste avant, mais ça serait peut-être, aussi, les massages. Bah, c'est un truc effectivement qui est au sein du couple qui est chouette. Je suis quelqu'un qui est facilement crispé, au niveau des, tout ce qui est dorsal, et des épaules et j'ai tendance un peu à me piéger et à pas du tout prendre rendez-vous ostéo et tout ça. Donc ma faute aussi, hein. Mais j'ose jamais trop lui demander parce que je sais que déjà moi j'en fais pas beaucoup alors qu'il en a plus besoin et parce que enfin moi évidemment les massages a priori ça fait du bien à tout le monde sauf les gens qui essaient de toucher effectivement. Mais voilà, je pense que lui ça le soulage vraiment beaucoup plus quand je lui en fais que moi, parce que moi de toute façon tant que je suis pas manipulé par un ostéo, enfin, Pietro masse très bien, mais il est pas ostéo, donc de toute façon, il pourra pas faire autant de travail, surtout effectivement en quelques minutes qu'une séance en 1 heure sur les choses qui me concernent. Mais peut-être oui, si vraiment il fallait choisir quelque chose, ça serait, peut-être lui proposer des massages. Parce que c'est que moi je vais pas lui en demander parce que, voilà, comme je te disais, déjà je le culpabilise de pas lui en faire assez et je pense que ça lui coûte aussi, voilà. Quand il va pas forcément le dire, c'est ça le problème. Ce que je me dis, c'est quand lui, s'il veut en fait, le pire, voilà, si je lui demande, à moins qu'il soit vraiment épuisé, il m'en fera. Si je lui demande, il m'en fera. Mais je veux pas qu'il en fasse alors qu'il est déjà dans une situation qui lui coûte. Hmm. Alors que si jamais ça vient de lui, ça peut être dans un moment où il se sent suffisamment, on va dire, bien pour pouvoir le faire. Et là, du coup, à ce moment-là, évidemment, je dirais oui. Mais voilà, je vois que ça. Je te remercie et je remercie Pietro pour sa question parce qu'elle m'offre aussi une belle transition vers ma prochaine Mmh. question. Tu m'as évoqué lorsqu'on s'est rencontrés la première fois que tu te demandes parfois si tu es légitime toi aussi à exprimer tes propres difficultés, notamment par exemple quand tu es tout simplement malade. Euh, et je trouve que vis-à-vis de ta question, il y avait aussi de ça, Un petit peu, oui, c'est vrai. ouais. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe en toi dans ces moments-là, dans ces moments où où tu te questionnes sur ta légitimité à toi aussi dire tes difficultés. Quel questionnement, quelle pensée t'accompagne dans ces moments-là? Oui, c'est vraiment cette question de légitimité où parfois effectivement il y a, un peu une peur, par rapport justement au fait que la maladie soit chronique et de se dire: «Là pour l'instant, voilà, les choses sont plutôt dans un bon sens». Parce qu'il a pu mettre plein de choses en place. Mais si jamais, voilà, si jamais, la maladie s'aggrave, comme effectivement c'est le cas malheureusement pour plein d'autres personnes, hem, quelle sera ma place? Effectivement, là, dans tout ça, est-ce que je m'efface en tant que proche pour devenir juste un aidant, une sorte d'infirmier à domicile? Et à ce moment-là, à quel point j'efface aussi mes propres besoins? Alors c'est une question qui est compliquée parce que par rapport à ma nature, originelle, mais voilà, c'est pour ça que c'est difficile de me placer là-dessus parce que je me dis dans quelle mesure effectivement c'est un côté un peu égoïste et autocentré de penser à soi et à ses ressentis, à ses éventuelles douleurs ou sa maladie, par rapport à quelqu'un qui de toute façon est déjà dans une situation, qui est terrible. Donc c'est voilà, arriver à s'équilibrer, à se poser là-dessus en disant: «Est-ce que» voilà, vraiment on revient sur les questions de la légitimité. Est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Heu et à quel moment je peux me plaindre? Parce qu'effectivement, bon, le droit de se plaindre, je pense qu'à un moment donné, effectivement, je me suis cassé la jambe. Bon, bah, oui, effectivement, il y a peut-être moyen quand même, ça serait bien de le dire. Heu, ouais, ou tu vois, je parlais de moi pendant les douleurs au dos, des choses comme ça, mais ouais, je trouve assez difficile, de trouver une place dans ces moments-là. Alors qu'en vrai, je pense qu'il y en aurait une de toute façon, voilà, j'ai la chance, que Pietro soit quelqu'un qui soit très à l'écoute
et généreux. Donc voilà, c'est en fait, je sais il y aurait de la place si j'exprimais, mais il y a toujours cette, une sorte d'autocensure, sur ces questions-là en disant: «Beh, est-ce que vraiment» voilà, de toute façon d'ailleurs si je le dis, est-ce qu'il pourra m'aider? Je peux aussi moi gérer par moi-même étant donné que lui se gère lui-même de plein de façons. Heu, ouais, une réponse difficile, c'est, Moi, quand tu m'as parlé de ça, vraiment, je me souviens de ma réaction où je t'ai dit: «Waouh!» parce que mmh, pour moi, ça a trotté dans ma tête pendant plusieurs jours parce que OK. je pense que c'est une situation qui est pas évidente. Ce que tu décris là et qui, je pense, est nécessaire et je t'en remercie de le communiquer. C'est effectivement lorsqu'on vit avec une personne qui a des douleurs, des symptômes forts pour qui ça peut être, tu l'as dit dans le cas de l'EM, ça peut être vraiment des personnes qui sont, alitées, de très longues heures, dans la journée. Je me dis en tant que proche, qu'on soit, compagnon comme tu l'es toi pour Pietro ou même parent ou même enfant, comment on se place vis-à-vis de ses propres difficultés, de ses propres maladies. Parfois, ça peut être simplement, hem, avoir un aft comme j'ai là où Oui, c'est bah, super handicapant et ça paraît tellement et je le conçois, ça paraît tellement anodin, oui, un peu trivial, mais alors en vis-à-vis fait, mais en fait qui peut être enfin, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. J'ai pas forcément les réponses, et ça demande pas à en avoir, mais il y a une réflexion sur comment on se place en tant que proche quand on a effectivement quelqu'un qui vit, des choses aussi complexes, aussi dures, qui peuvent être, psychologiquement, terrassantes. Hem, je trouve qu'il y a il y a un symptôme du proche ici, dans intéressant que tu le comment, formules comme ça. ouais, je trouve. Comment, enfin voilà, et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a quelque part, une part de toi qui pense que tu dois tenir, que tu ne dois jamais faillir, notamment quand il est dans des périodes de crise ou de symptômes très forts? Hem, Est-ce que tu te dis ce genre de phrase? Je te dis ça parce que j'ai déjà lu ça dans les commentaires sur les réseaux sociaux de l'association. Ouais. Et je me dis: «Est-ce que c'est des pensées que tu as? De te dire: "Je dois tenir, je ne dois jamais faillir" et donc m'effacer"?» Tu parlais de s'effacer, c'est un mot qui est Mmh. Heu, alors dans mon cas, je sais je crois pas avoir eu cette, vraiment cette, cette réflexion-là sur le fait de voilà, de devoir tenir et faillir, ne pas faillir, pardon. J'essaie, tu vois, par exemple, de trouver un petit peu des, enfin, de me remettre en situation, par rapport justement à le cas qu'on a eu assez récemment, de l'intoxication et c'était plus tant, enfin ouais, c'était plus je faisais donc voilà, par rapport au le fait de lui apporter une aide supplémentaire ou d'être un peu plus à l'écoute, c'était plus, ben, je fais et puis on voit comment ça évolue. Sans forcément me projeter en disant, et je dois rien lâcher. Mais je sais pas si c'est, par, manque d'empathie ou de projection ou au contraire parce que j'étais pas inquiet, pas enfin si c'était inquiétant, bien sûr. mais en me disant mais voilà, mais sans projeter sur le genre, si ça se trouve il va rester comme ça malade, encore plus malade qu'avant et à aucun moment je me suis dit ça, parce que je suis pas quelqu'un qui s'inquiète de base. Parce que je suis trop à cette expression que je vois qui dit, que s'inquiéter enfin donc s'inquiéter c'est souffrir 2 fois. Je sais pas si l'expression existe, mais il y a quelque chose un peu dans ce genre-là. Mmh. Donc c'est plus ouais, on voit. On fait, de toute façon, c'est une maladie qui implique un petit peu de faire au jour le jour entre guillemets. Donc Ouais. même en mettant plein de choses en place, ben, il y a toujours une part d'imprévu. Donc je préfère ajuster au fur et à mesure. Donc ouais, pour la question de je dois tenir. Ouais, c'est pas vraiment je le formule pas comme ça. De toute façon, je me vois pas, enfin, ouais, je me vois pas, je sais pas, je me vois pas le quitter, par exemple, si jamais ça s'aggrave plus.
Et en même temps, je me vois pas non plus, comment j'évoluerais, j'ajusterais si la maladie s'aggravait, par exemple, Mmh. sans touchons du bois évidemment. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, je me projette ni dans un sens ni dans l'autre. Mmh. Au jour le jour. Ouais, c'est ça. Donc Mmh. c'est pas tant vraiment le côté je dois tenir, c'est juste, je serai là. Oui, C'est oui, plus oui. ça, en fait. Mais Oui, oui. Sans après sans voilà. t'inquiéter, sans C'est essayer ça. de t'inquiéter. Mmh. Mmh mh. Cette question de la hiérarchie des douleurs et des souffrances, dans la communauté des invisibles, c'est quelque chose qui revient souvent, notamment vis-à-vis de soit des autres personnes, atteintes de maladies chroniques, soit par rapport à la situation du monde. Mmh. Il y a un peu toujours cette hiérarchisation. Est-ce que toi, là, on parlait de ta propre hiérarchisation par rapport à Pietro. Est-ce que sur la hiérarchisation même des malades entre eux, est-ce que tu as un avis? Est-ce que selon toi, c'est légitime? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est un réflexe de comparaison qu'il faut plutôt combattre? Est-ce que tu as un peu un point de vue là-dessus? Je suis d'accord sur le fait que je pense qu'il y a une idée de réflexe, la comparaison, chez l'humain, je pense que c'est quelque chose d'assez naturel. On va forcément voir chez les autres et comparer par rapport à soi, avec en plus des notions on va dire d'échelle qui vont être très, enfin, ouais, on revient sur l'expression par exemple: «L'herbe est toujours plus verte ailleurs». Bon, bah, là, Mmh. c'est un peu Ouais. l'inverse dans le cas de la maladie, donc de toute façon, effectivement, même le fait de comparer, c'est déjà biaisé en soi, et surtout dans des thématiques telles que la douleur. Parce que, par exemple, je sais pas, je crois que les médecins, il y a des tests finalement qui disent, je pense, évaluer votre douleur de 1 à 10. Ça dépend vachement de ton vécu. C'est quoi 1, c'est quoi 10? Mmh. Donc ça sera déjà de toute façon très, très subjectif. Et après voilà, c'est dommageable, je pense, parce que c'est pas un concours en fait de la douleur, et que justement la douleur appartient à chaque personne, de la manière qu'effectivement on va pouvoir, parfois, je sais pas, je fais une mini digression parce que je trouve que le parallèle est intéressant. Il y avait, c'était sur, je sais pas, sur YouTube, enfin une vidéo que j'avais vue il y a pas mal de temps, où on voyait donc des personnes, plutôt effectivement des occidentaux qui se plaignaient des petits malheurs de leur vie. «Ah ben, mon téléphone il est déchargé, du coup je peux plus, voilà, je suis un peu bloqué, j'ai perdu la télécommande», ou des trucs comme ça. Et puis à côté de ça, tu avais, bah, plutôt des personnes issues de pays défavorisés qui disaient: «Bon, bah, aujourd'hui j'ai pas mangé», enfin. Mmh. Et forcément, du coup, bah, ça fait sourire ou ça fait réagir en disant: «Ah, ouais, effectivement, les gens ils se plaignent pour rien». Mais en fait, c'est vrai, encore une fois, c'est très subjectif parce que, bah, ça dépend vachement de ton échelle à toi, de ce que tu ressenti, de ce que tu connais. Ce que tu connais, effectivement, du monde, de toi, de tes proches. Et effectivement, et du coup, là, je veux dire, pour moi, effectivement, je pense que se plaindre, c'est légitime quand même. Voilà, c'est important Mmh. de se plaindre et de réaliser, mais encore une fois, c'est très, très subjectif, et à un moment donné, il faut aussi, voilà, on peut se plaindre d'une situation, d'un ressenti, heu, d'un coup dur dans la journée parce que ça nous appartient et c'est un ressenti, et le ressenti, il est légitime. En fait, c'est ça qui est essentiel, je pense. Mais et il a une part de factuel, mais et une part d'émotionnel. Mmh. Donc parfois, effectivement, quand on va regarder le factuel, on va dire: «Ouais, déconne pas, quoi. Enfin, OK, tu plus de batterie, mais bon, bah, tu t'en es sorti quand même, c'est pas la fin du monde». Donc Mmh. ouais, j'essaie j'essaie de revenir sur ta question, à chaque fois je me Non, non, perds. mais non, non, Vraiment c'est cette très question bien. oui, oui, de la gradation, de l'échelle, pas tant de la douleur, sinon c'est plus des étapes, parce qu'en fait, faudrait plus comparer par rapport, on va dire, c'est quoi un état, normal? J'aime Mmh. pas trop le mot, mais voilà, je le dis effectivement avec des gros guillemets pour ceux qui ne font qu'écouter. Mmh. Heu, faut regarder effectivement la société, on va dire, elle va être adaptée pour des personnes qui vont être dans un état donné. Et c'est plus intéressant, je pense, de comparer, l'état d'une personne par rapport à cet état donné, et voir le manque qu'il y a à gagner entre les 2. Mmh. Je sais pas, par exemple, si on fait un parallèle un peu simple, tu vois, c'est, ben, le nombre de stations, adaptées aux personnes, à mobilité réduite dans les transports en commun. Mmh. Bah, voilà, en fait, on attend que effectivement la société soit plutôt valide, marche sur 2 jambes, voit, entende, et du coup, on va adapter tant bien que mal aux personnes qui sont pas dans ce schéma-là, on va dire dans cette normalité, encore une fois avec des gros guillemets, hein,
Et du coup, les personnes qui ne correspondent pas à ce schéma-là, ils vont devoir compenser pour, dans le cas où la société ne s'adapte pas, bah, c'est les personnes qui vont devoir s'adapter ou lâcher l'affaire, en fait. Mmh. Donc c'est peut-être plus intéressant de comparer par rapport enfin de dire, voilà, il y a un état de gravité entre ce qui est attendu, dans la enfin, pas ce qui est attendu, mais, on va dire la ce qui est et ce pourquoi la société est adaptée est faite enfin la plus adaptée et le cas dans lequel on est. Je sais pas, je Mmh. le vois à peu près comme ça. Parce qu'effectivement la douleur, c'est trop subjectif de toute façon. Donc, Effectivement, oui, ouais, oui. c'est plus une question un critère de pénibilité quoi, au de la vie quotidienne. Mmh. Et qui, je pense, est de toute façon même subjectif encore. Mmh. Heu et j'espère en tout cas que le Jocelyn qui écoutera cet épisode, prochainement, entendra que le fait de se plaindre est parfaitement légitime. Et je pense que tu as tout à fait raison. C'est une question qui est pas évidente, Mmh. je trouve, la hiérarchisation. Parce que je pense elle permet à la fois de se situer et même parfois de rationaliser, de se dire, Oui, «Il y a plus grave que moi, donc d'une certaine manière, je me rassure», et je pense qu'en ça, c'est une protection. Hem, mais derrière, qu'est-ce que ça implique aussi? Ça veut dire qu'on reste dans une forme d'isolement, qu'on demande pas besoin d'aide, mmh qu'on formalise pas tout ça, et je pense qu'il y a un besoin aussi. Et de la même façon que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, je pense qu'elle peut être aussi, il y aura toujours de la gravité dans le monde, donc si on compare, continuellement, il y a un moment où c'est plus productif pour soi-même. ouais, Donc, mais c'est une question qui est pas évidente. Je pense que, je pense que la réponse, c'est peut-être justement de s'autoriser à se plaindre, tout en écoutant l'autre, en fait, de créer des espaces comme vous le faites vous, même si vous les respectez pas toujours, mais comme vous le faites vous, d'avoir cette communication qui devient un outil où on crée ensemble des espaces où on peut dire, bah moi je me plains de ça et toi tu te plains de ça, et oui peut-être que objectivement, si tant est que ça existe, c'est pas la même échelle, mais au moins chacun a eu cet espace-là, et je trouve ouais. que c'est précieux et qu'il faudrait Mmh. qu'on milite pour ça. Lors de son interview, Pietro énonçait les nombreux efforts que demande un parcours de patient: se soigner, se médicamenter, se déplacer pour les examens, trouver les bonnes pratiques de soins, trouver les bons professionnels. Tout cela notamment avec la charge cognitive, l'énergie, le temps, l'argent que cela représente, argent qui n'est pas toujours présent. Lorsqu'on s'est rencontrés, tu as toi-même évoqué que devenir patient pouvait s'apparenter à apprendre un nouveau métier. Et je voulais que tu nous expliques un peu ça parce que je trouvais que c'était hyper intéressant. Bah, ça fait écho à la notion de patient expert que j'ai découverte, justement, avec la maladie de Pietro et cette idée que justement dans des cas où des personnes sont justement, mal renseignées, et mal, enfin «mal aidées» entre guillemets, mal accompagnées Mmh. dans le cadre de leur maladie, enfin voilà, dans le cas des maladies orphelines, alors que bon, le M est loin d'être orpheline parce que ça touche énormément de personnes, Mmh. encore faut-il mettre un symptôme sur des cas Oui, oui. et donc cette idée en fait finalement d'être tellement, d'avoir tellement travaillé, sur justement, sur son propre cas, mais qui est un cas qui va, à la fois toucher, d'autres personnes, mais avec différentes gravités et différents degrés, mais un peu comme finalement toutes les maladies où effectivement, ben, un rhume ou une grippe, ben, d'une personne à une autre, peut avoir des conséquences et des symptômes très différents. Donc, ouais, il y a cette idée heu, d'être vraiment, ouais, bah, ouais, expert de sa maladie face à parfois malheureusement un corps médical qui est lui-même en fait, mal éduqué à ces questions-là. Heu, à enfin, ça peut être de bonne foi ou non. Quand je dis effectivement, c'est il va pas y avoir parfois effectivement avoir des personnes qui vont vraiment se dire: «Non mais l'EM, bah, c'est complètement dans votre tête, faites du sport et cetera» et puis d'autres personnes qui, vont laisser justement, un peu plus de un peu plus le bénéfice du doute et qui sont plus à l'écoute. Parce que simplement qu'en fait, c'est quelque chose qui fait pas partie de leur quotidien ou de leur, enfin, des cas qu'ils ont pu voir ou travailler, enfin travailler, apprendre.
Voilà, parce qu'en fait, médecin, ça reste un métier qui est extrêmement difficile. En fait, il y a tellement de cas, de maladies, que, enfin, on peut pas tout savoir malheureusement. Donc, Mmh. après, il y a justement l'idée de qu'est-ce qui peut être mis en place de manière plus, tu vois, plus globale à l'échelle d'un système, d'une société, pour accompagner ce genre de cas. Avec le Covid, je crois que justement le cas, enfin le nombre d'EM a explosé. Les spécialistes d'ailleurs qui travaillaient là-dedans, il avait plus ou moins prédit en disant, mais enfin, ça nous pendait vraiment quoi. Avec le Covid, l'épidémie de Covid, vous allez voir, ça va exploser. Et effectivement, l'EM a tendance à être un peu plus reconnu. En France, je crois que c'est encore assez compliqué. Il y a eu plus de progrès, enfin des progrès qui ont été faits de manière plus beaucoup plus tôt, et dans les pays anglo-saxons et en Allemagne aussi, je crois. Mais c'est fou de se dire qu'en fait, quelque chose qui est aussi reconnu à l'étranger, alors puis à l'étranger, on n'est pas loin, en Allemagne, c'est les voisins, quoi, Mmh. soit aussi peu finalement pris en charge et reconnu, avec parfois même des choses qui sont contre-productives, parce que parfois ça va être reconnu, mais en disant, ben, on va mettre les malades dans des cycles, pas des cycles, mais je sais pas tout à fait le terme technique, mais on va les mettre dans des pratiques qui, en fait, sont, au contraire, vont aggraver leur état. Aggravé. Donc, l'errance médicale, en fait, elle touche aussi les médecins, en quelque sorte, malheureusement. Et, j'ai encore perdu, encore perdu ta question de vue. On parlait justement que d'être patient demande une forme de Oui, professionnalisation, en fait. Et c'est très juste, c'est que, comme tu le dis, le fait que les médecins ne soient pas toujours au courant de ce que sont ces maladies, soit parce qu'elles sont rares, soit parce qu'elles sont récentes ou qu'elles se développent beaucoup. Et c'est très vrai, on peut pas toujours leur en vouloir parce que je pense qu'il y a, je dis pas toujours parce que je pense qu'il y a aussi de leur responsabilité en tant que médecin à, comme mmh, tu le dis, à avoir ce bénéfice du doute. Et ce bénéfice du doute, c'est quoi? C'est tout simplement de savoir écouter, en fait. exactement. Et ouais, ouais, c'est ce que je trouve très intéressant dans le fait de parler de nouveaux métiers, c'est qu'effectivement, ça demande tellement de choses en termes de, effectivement, si on propose des pratiques, de se dire, mais est-ce que c'est la bonne pratique? Est-ce que c'est le bon professionnel? Est-ce que c'est la bonne démarche? Est-ce que c'est le bon médicament? On devient un peu gestionnaire entre Mmh, toutes les spécialités. Je pense que c'est le cas aussi, tu l'as vu avec Pietro, où effectivement, on va d'un examen à un autre, d'une spécialité à un autre, et tout ça, c'est un métier à part entière. Il y a même Tamara qui dirige avec moi l'association, elle dit c'est un temps plein. Et oui. effectivement, pour beaucoup de malades, c'est un temps plein. Ça fait partie d'un agenda Mmh. qui est déjà Et voilà, déjà, compliqué à gérer, avec simplement la santé, enfin l'état de santé, diminué, lui-même. Donc, complètement. Et est-ce que tu dirais qu'être proche d'une personne malade, ça demande aussi de nouvelles compétences, d'apprendre un nouveau métier? Toi qui es dans cette position. mmh, hem, alors peut-être dans des cas effectivement de personnes plus sévères où on parlait tout à l'heure, tu vois, le fait de presque devenir un peu infirmier domicile, Mmh. ou infirmière. Heu, Moi, j'ai pas la sensation d'avoir, on va dire, d'être encore dans un métier vraiment à part entière, dans le cas de Pietro. Encore une fois, parce qu'il compense énormément et qu'il Mmh. gère énormément de choses de son côté. C'est plus, voilà, c'est plus comme on le disait au tout début, une évolution humaine. Voilà, un changement d'attitude, un changement de façon d'être, et de penser. Donc voilà, on n'est pas sur un nouveau métier, on est sur une «nouvelle personne» entre guillemets, enfin une personne adaptée et évoluée. Mais voilà, dans mon cas, je dirais, voilà, peut-être pas jusque-là, mais peut-être qu'effectivement dans le cadre de personnes qui sont, voilà, qui sont proches de personnes, enfin de malades qui sont plus sévères, il y a peut-être effectivement un glissement vers un rôle qui va devenir plus un métier. Alors voilà, ça reste mixte parce qu'il faut être à la fois le proche, pour un soutien, émotionnel et psychologique et être un peu justement infirmier ou infirmière pour un accompagnement vraiment plus médical, au quotidien d'aider la personne sur des choses qui dans le cadre d'un hôpital seraient, le rôle, effectivement d'un soignant, quoi. Mmh. Et Et nous, c'est plus un équilibre des charges effectivement à la maison, mais pour autant, voilà, c'est pas mmh.
je sens pas effectivement, soignant. Est-ce que cette expérience, aux côtés de Pietro a changé ta manière de regarder les autres, notamment peut-être dans ton travail en médiathèque, au Mmh mh. contact de personnes qui sont peut-être malades ou handicapées, que ce soit visible ou invisible? Est-ce que ça a changé, ta manière de regarder ou peut-être tout simplement de les écouter? Oui, justement, ça c'est assez intéressant parce que c'est vrai que, alors dans le cas des personnes effectivement avec handicap visible, bah, comme ils sont déjà malheureusement visibles, enfin malheureusement dans le sens, parce que c'est voilà, handicap, Oui, pas c'est un pas handicap. juste un zut, on les voit et puis après je culpabilise parce que je peux rien faire pour eux. Il y a plus voilà cette idée de voilà, il y a déjà une prise de conscience de ces personnes-là. Et une prise de conscience aussi de dire que, ben, on pourrait faire mieux. Moi, effectivement, dans le cadre de la médiathèque, on a des publics, effectivement, on a des personnes qui sont en mobilité réduite, qui sont, malvoyants et on se dit: «Ah, ben il y a moyen de faire mieux», en fait, d'avoir une offre plus large, pour ces publics-là parce que, ben, ils ont le droit au même accès que les autres avec effectivement, en plus, il existe des formats et des choses adaptées. Donc voilà, après on fait avec ce qu'on a, entre guillemets, ce qu'on a sur place. On fait avec les formations aussi qu'on a, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément je crois pas enfin moi c'est pas le cas par exemple, je suis pas formé à de l'accueil de personnes en situation de handicap et je crois pas que ce soit le cas de mes autres collègues non plus. Après c'est des formations qu'on peut demander, parce elles font partie des, justement du catalogue de formations auquel on peut prétendre. Pour autant, après, entre prétendre à une formation et l'obtenir, c'est encore 2 choses différentes malheureusement. Et pour ce qui est du handicap pardon, du handicap invisible, j'ai une collègue, justement qui est dans un cas comme ça et c'est intéressant parce qu'en fait, en plus la pauvre, elle est en section jeunesse donc c'est avec ce que ça implique d'agitation, de bruit et cetera j'avais appris que parfois elle avait besoin justement elle posait des arrêts maladie parce qu'en fait elle saturait ou qu'elle avait besoin de s'isoler, plus au calme et certains de mes collègues disaient: «Oui, dis donc, elle exagère et tout ça, en plus elle est jeune, Mmh. OK» et c'est plus tard, en fait, que j'ai appris qu'en fait, elle avait, alors je crois que c'est un TDAH et tout de suite, j'ai dans ma tête, c'est genre: «Ah bah, du coup, évidemment qu'elle a besoin Bien sûr. de que ce soit adapté à elle» parce qu'en fait, et ça a donné des lieux justement à des discussions où j'ai un peu pris enfin, c'est pas que j'ai pas un peu, c'est que j'ai pris sa défense auprès de mes collègues en disant: «Mais en fait, on peut pas savoir ce qu'elle vit, enfin, c'est même pas comparable». Donc si elle le demande, si elle en a besoin, c'est pas par caprice, c'est qu'il y a une nécessité. C'est pas ça a rien à voir avec le fait qu'elle soit plus jeune et cetera. C'est que, voilà, nous en tant que valides, encore une fois, j'aime bien les gros guillemets, avec des guillemets, on n'a même pas accès en fait au ressenti des personnes dans ce genre de cas. Donc dans Mmh. le doute, bah, on croit. Voilà, il faut en fait laisser, il faut avoir confiance. Heu, Si éventuellement elle abuse, bah, ça la regarde et puis, tu vois? Tout à fait. Enfin, mais mieux vaut en fait, enfin accorder le bénéfice du doute, que ce soit effectivement à cette collègue ou, on en parlait quand on a discuté entre nous, de manière plus générale en fait, à même avec des inconnus. Une personne qui va rester assise dans le métro alors que, ben, on commence à être serré. Sur le moment, on va penser: «Ah là, mais elle m'emmerde, elle est dans le passage, elle pourrait pas se lever» et puis il y a voilà, le fait de se dire: «Ah, attends, prends du recul, elle est peut-être assise pour une bonne raison» et à ce Mmh. moment-là, bon, bah, voilà, au pire, voilà, c'est une connasse et puis, Et puis tant pis on pour fait elle. avec. Ça va Oui. peut-être que connasse sera peut-être censuré dans le Non, non, pas du non, tout. c'est bon, Pas du tout, pas du on tout. est sur un on n'est pas aux États-Unis. Non, 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 zéro tabou ici. Donc voilà, c'est, bénéfice du doute. Il y a vraiment l'idée Mmh. de se mettre un petit peu de prendre du recul et de considérer que l'autre, avec un grand A, existe avec ses contraintes et ses différences et qu'on peut être face voilà, une personne qui va avoir de très bonnes raisons, de de prendre plus de place, de prendre plus de temps, voilà, que ce soit visible ou non, quoi. Ouais. C'est très, très juste et c'est quelque chose que je vis aussi dans le quotidien, où moi j'ai beaucoup entendu, tu le sais, je suis quelqu'un de très grand, assez, massif, je suis jeune, donc j'ai beaucoup entendu moi cette Mmh. phrase et encore plus en tant qu'homme, c'est-à-dire, la vision qu'on a d'un grand
homme jeune, c'est un grand gaillard, il ne peut rien lui arriver. Mmh, Et mmh, mmh. s'il lui arrive quelque chose, de toute façon, il va surmonter. C'est Et ça. donc, ça m'a frappé très, très rapidement. Je me souviens être allé au restaurant avec ma maman et ses amis, où ils se sont tous interrogés sur leur maladie respective parce qu'ils ont tous plus de 60 ans. Oui. Et j'ai souri intérieurement parce que aucun ne m'a demandé comment allait ma santé. Mmh. Alors ma maman le sait, elle sort du scope bien évidemment, mais ses amis ne m'ont pas demandé comment allait la santé parce que je suis jeune, donc la santé, ça va forcément. Oui. Donc là où je veux en venir avec ça, c'est que de le vivre moi-même pour moi m'a amené à cette vision que tu as toi aujourd'hui et que je trouve qui peut paraître peut-être basique aujourd'hui pour toi comme pour moi et qui pourtant me paraît hyper précieuse, c'est Mmh. qu'effectivement quelqu'un qui va plus lentement, qui reste assise, qui fait pas les choses comme la société voudrait qu'on les fasse, bah, c'est peut-être une connasse cette personne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a une maladie, qui a un Ouais. handicap, qui est en train de stresser, qui a une panique, qui a un deuil, qui a Mmh peu mh, mmh. importe en fait. Oui, c'est ça, en fait, au-delà du handicap et de la Mmh. maladie, c'est en fait, il y a tellement de cas possibles. Mais tellement, Mmh. tellement et je pense que la reconnaissance qu'on n'est pas des robots et des êtres humains, ça aidera beaucoup, ça aidera beaucoup. Et tu le dis là, comme Pietro, lors de son interview, qu'il y a une nécessité à sensibiliser, bien sûr, mais aussi à éduquer, à former, à l'écoute, à l'expression des besoins. Est-ce que parfois tu as le sentiment qu'on attend des gens qu'ils comprennent sans leur donner pleinement le moyen de les faire? Parfois oui, que ce soit enfin sur des sujets, bah, l'exemple que tu donnes me fait penser par exemple à l'homophobie, Mmh. qui est un sujet qui peut nous toucher aussi et de se dire que, tu vois, parfois effectivement il y a des personnes enfin une personne qui va, on va dire avoir une façon de penser qu'on va qualifier d'homophobe, tout de suite ça va dire: «Oh là là, mais vous vous rendez compte, on peut pas penser comme ça, c'est un scandale et tout ça». Ben il faut aussi considérer que cette personne-là, il faut voir d'où elle vient, en fait, tu vois? Si on parle d'une personne qui est d'une certaine génération, en fait, comment tu veux que la personne pense autrement que la façon dont on lui a toujours enfin, de la façon dont on l'a toujours éduqué? Mmh. Donc on revient encore un petit peu à ce recul à avoir, et une nécessité d'éduquer justement et pas de simplement considérer que la personne aurait dû faire l'effort de son côté. Alors il y a les 2 parce que si tu vois, effectivement, si tu tombes sur quelqu'un qui de toute façon campe complètement sur ses positions et ne veut rien entendre d'autre, bon, au bout d'un moment, bah, écoute, tant pis, voilà, on lâche l'affaire, mais il y a cette idée d'accompagner, vers la «bonne parole» entre guillemets, Mmh. La bonne heu pensée. et voilà, d'éduquer, mais l'effort doit être fait des 2 côtés. Il faut être aussi, on revient toujours de toute façon sur la communication. Il faut, voilà, éduquer, accompagner de façon bienveillante, mais il faut qu'en face, une capacité et une volonté aussi d'écoute et une capacité de remise en question. Il y a ça aussi, tu vois? Ça va venir parfois ébranler des convictions, des choses qu'on pensait effectivement savoir, connaître, dont on était sûr et c'est pas évident. On n'est pas non plus très éduqués là-dessus, enfin, voilà, se dire qu'on avait tort ou même partiellement, c'est pas évident, Complètement. c'est pas un Et réflexe très, très humain, donc ouais, il y a un gros travail sur la société, et si effectivement tout le monde était capable d'un peu mieux communiquer, en parlant effectivement de ses besoins, de ses ressentis, ouais, les notions de communication bienveillante, ouais, ça irait tout irait beaucoup mieux. mmh. Mais Et dans les 2 c'est pas sens, ça et je trouve que oui, oui. ouais, complètement. Et tu le disais au début de cette interview et moi, il y a tu l'as dit d'une autre manière quand on s'est rencontrés, tu m'as dit: «Il manquera toujours quelque chose à ne pas le vivre directement». Parce qu'au fond, on ne peut pas se mettre à la Mmh, place de l'autre. Et je trouve que c'est tellement vrai. C'est-à-dire que là, ici, on a quelque chose de même avec toute la bonne volonté du monde, la bonne empathie, la bonne bienveillance, le bon respect, une personne qui n'est pas malade ne pourra jamais se mettre à la place de quelqu'un qui l'est. ouais. Et donc c'est là où je trouve qu'il y a effectivement ce double jeu à la fois à écouter, mais aussi à savoir exprimer. Et c'est une charge mentale un peu des 2 côtés, mais c'est une Mmh, charge qui doit être partagée, je pense. Hem et justement sur cette charge mentale, il y a quelque chose, je trouve, de très difficile dans le fait de devoir, expliquer
ou même prouver ce que l'on vit. C'est quelque chose, tu le disais, notamment par rapport à Pietro avec les médecins, où parfois on va se prendre des «c'est dans votre tête», qui est une phrase absolument, c'est la plus répandue et pourtant c'est la plus Très violent. affreuse. Ouais, ouais, complètement. C'est une charge immense et donc en même temps, et on le dit là, on voit bien que sans dire les choses, sans les rendre visibles, on peut pas vraiment comprendre ou considérer ces parcours-là. Comment tu te situes, toi, dans cette tension-là? Est-ce que selon toi, il y a une part essentielle de solution justement qui passe par, on fait un pas, l'un vers l'autre, pour justement que, si on prend le cas de toi et moi qui sommes face à face là par le biais de l'écran, que moi je puisse t'exprimer ce que je ressens et ce dont j'ai besoin et que toi, tu puisses écouter, comment tu perçois cette tension-là? Hem, on en revient encore une fois, oui, vraiment sur la communication comme tu le dis, il y a c'est un peu difficile de toute façon de faire autrement parce que c'est le langage qu'on a. Alors après, le langage va se faire de plusieurs manières. Il y a effectivement ce qu'on va pouvoir percevoir de l'autre, du langage non verbal, et qui parfois va se substituer, parfois va compléter parce qu'effectivement je sais pas, on parle de mentalisme par exemple où quelqu'un va dire quelque chose, mais que si tu es suffisamment entraîné, tu vas voir dans son attitude que la personne ne te dit pas du tout ce qu'elle est en train de te enfin, ne ressent pas ou ne pense pas ce qu'elle est en train de te dire. Donc effectivement une cassure entre la forme et le fond. Mais de manière générale, ouais, ça va être vraiment, ouais, être à l'écoute, dans le sens large du terme, sur, le fait d'accueillir ce que va te dire l'autre et la notion de ressenti et qui est de toute façon, on y revient encore, qui légitime. Un ressenti, tu peux pas le contredire. Il y a vraiment effectivement, c'est pas factuel un ressenti, enfin ça l'est pour la personne parce que elle le vit, mais tu peux pas le contredire. C'est genre, «Je me sens triste». Non, c'est faux. Bah, si, je le sais, je le sens. Donc voilà, c'est pas du tout effectivement, voilà, je me sens triste parce que, bah, la tomate elle est pourrie. Bon, oui, alors, voilà, ça te ça t'appartient et la tomate elle est peut-être pas si pourrie que ça. Il y a peut-être moyen de la cuisiner quand même. Pourquoi Mmh. cet exemple vient? Beh, il est très Voilà, parlant. pour dire effectivement pour quand on va rentrer entre voilà, la tomate est pourrie plus ou moins, c'est factuel et mais le ressenti il est réel, il est là et il faut voilà, il faut l'écouter, il faut le prendre en compte, pardon et hem et le mettre ensuite en face au ressenti de l'autre. Par exemple, dans le cadre d'une Mmh. discussion, s'il y a une attente effectivement là-dessus, ça peut être voilà, ça peut être aussi effectivement simplement le fait de l'accueillir et de l'entendre en disant: «D'accord», ou éventuellement de le reformuler. Attends, donc du coup, ce que tu me dis, c'est que tu te sens de telle ou telle façon. Encore une fois, le ressenti, c'est très subjectif. Il y a une nécessité aussi peut-être de le traduire entre guillemets dans une manière qui me serait plus compréhensible. Si tu me Mmh. dis effectivement, voilà, on revient, je sais pas, alors c'est pas ressenti parce que c'est factuel, du coup tu as un aft, c'est factuel, mais la douleur effectivement ou l'inconfort que ça peut te provoquer, j'ai déjà eu des afts, du coup je vais essayer de te dire: «Ah bah, alors du coup, où est-ce qu'il est? Mmh. Et tu l'as depuis combien de temps?» Parce qu'en fonction effectivement de l'âge de l'aft, il peut être plus ou moins douloureux, si c'est ouvert un petit peu ou pas et donc voilà, Mmh. et c'est un peu questionner l'autre qui vient donner son ressenti, pour pas se l'approprier parce que c'est jamais ça, mais pour en tout cas mieux l'appréhender et Mmh. voilà et pour, voilà, mieux se rendre compte justement de l'étendue de la chose. Encore une fois, ça sera juste une estimation puisqu'on revient sur ce que tu disais, on ne peut jamais complètement vivre dans la peau de l'autre et on ne peut qu'estimer, toucher du bout du doigt un ressenti, une douleur, mais au moins si on s'y intéresse avec les bonnes questions, il y a peut-être l'idée de plus s'en rendre compte. Mmh. Pour ensuite éventuellement peut-être proposer des solutions ou simplement juste, pas que la personne, pas que le message passe, quoi. Ouais, tout à fait. Je te remercie pour ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment très important. C'est effectivement, on vit avec une maladie chronique et un handicap invisible et comment on peut permettre à l'autre de l'appréhender. Et ça, c'est très juste. Je pense que Pietro, s'il venait juste à dire je vis avec l'encéphalomyélite myalgique, au-delà du fait que ça soit très compliqué à dire, qu'est-ce que ça veut dire pour la personne en face?
Moi-même qui suis atteint de colopathie fonctionnelle, ça veut pas dire grand-chose si la personne, elle a un peu des notions de latin ou de grec, je ne sais pas d'où vient colo, mais peut-être que va comprendre que ça concerne les intestins, mais comment je le vis, comment de lui expliquer par des images. Tu disais effectivement Ouais, ouais. l'aft. Je ne pensais pas que mon aft allait devenir la star de ce podcast, mais, N'est-ce pas? mais c'est un Invité. voilà, mais c'est un très bon exemple. C'est qu'effectivement, Ouais. l'aft, c'est quelque chose qu'on connaît potentiellement tous les deux, donc ça peut être une image qui peut te servir, ou si on parle Ouais. d'intestin, de te dire que moi, il y a des fois où ça me donne comme si on me donnait des coups de poignard dans le ventre. Bon, bah, c'est des Mmh. choses qui, même si on ne l'a pas vécu, ça parle, on se rend compte de ce que vit l'autre, Ouais. et je trouve que c'est très juste que de dire qu'il y a ce besoin-là, c'est-à-dire que les personnes malades ont besoin d'être écoutées, de ne pas être jugées, de ne pas être remis en question, et que le message soit accueilli. Et d'un autre côté, la personne qui écoute, elle a besoin aussi qu'on lui fournisse les éléments palpables et qui lui Ouais. permettent de Pour le coup. l'appréhender. Donc, Ouais. je te remercie pour ce message parce que je pense il est important aussi Mmh. de sortir de cette justification et d'aller plutôt vers quelque chose de l'ordre, pas de la justification justement, mais plutôt d'expliquer, de faire comprendre, de faire imaginer. Après pour autant, le fait c'est d'avoir enfin, dans le cas effectivement où tu souffres d'une maladie qui, on va dire, qui a un nom, tu parlais donc de la colopathie ou de l'EM, j'ose même pas le dire en entier. Je m'embrouille la langue. Encéphalomyélite myalgique, c'est pas mal. Bravo. Heu, ça fait plus sérieux, tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, Oui, voilà, à c'est partir du vrai moment où tu vas aussi. mettre un gros mot, effectivement, voilà, ça fait plus sérieux, effectivement, mais en même temps, bah, comme c'est très technique, voilà, ça va pas du tout parler. Donc, c'est bien quand même d'avoir les 2 quand les 2 sont accessibles. C'est-à-dire Mm. voilà, de pouvoir mettre un mot sur ce qui te touche, mais de le traduire, comme tu l'as très bien dit, en symptômes qui vont parler à la personne en face, quoi. Parce Ouais, que ouais, voilà, si tu tout à dis fait. ça, j'ai une colopathie, je suis désolé, j'ai pas retenu le nom Fonctionnel, entier, pas de souci. fonctionnel. Si tu dis ça à effectivement à un médecin, bon, bah, ça va lui voilà, ça va lui Mm. ouvrir des trucs et lui, tout de suite, il va voir ce que ça implique. Mm. Et à l'inverse, si tu lui parles effectivement des symptômes, ça va et peut-être, le voir dans l'autre sens. Oui, oui. Mais oui, 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 dans le cas effectivement de voilà, on va dire du commun des mortels, c'est bien d'avoir je trouve que c'est important quand même d'avoir les 2. Oui, oui. Parce qu'on va se retrouver face à des réponses comme j'ai eu, qui ah oui, moi aussi, des fois, j'ai mal au ventre. Oui, alors c'est pas tout à fait ça. Eh oui! Mais voilà. Non, mais je trouve que c'est Oui, des oui, oui. exemples qui sont, même s'ils sont effectivement très drôles, j'en rigole maintenant, c'est que ça montre effectivement qu'il peut parfois y avoir une rupture et qu'il faut que l'un et l'autre, on arrive à connecter. Mmh. C'est très important. Nous arrivons, cher Jocelyn, à mes 2 dernières questions. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a un rituel ou un geste simple, même minuscule, qui vous fait du bien à toi et à Pietro? Hem, bon, les massages. Les massages. Non, on en a déjà parlé, alors j'essaie de donner une réponse un peu différente. Non, Heu, c'était les massages, c'est les massages. un truc très bête, tu vois? Mais c'est le fait de lui faire son café le matin. Ouais. Je sais que lui, il adore ça, il adore effectivement de ne pas avoir à se lever, et pouvoir rester au chaud dans le lit, pour juste prendre son café. Pour démarrer la journée et moi, bah, c'est vrai que ça va flatter un petit peu, mon ego, de proche et dire que, ben, c'est un geste tout simple que je vais faire bien. Parce que il me dit il me dit aussi: «Bah, comment ça se fait? Enfin, quand toi tu fais le café, il est meilleur». Je dis: «C'est juste de l'eau avec de la poudre, hein, donc je rien de très sorcier. Une question de température, de mélange, je sais pas, ou simplement le fait que ce soit moi qui le fasse et pas lui et qu'il se fasse servir, donc ouais, c'est un petit geste comme ça effectivement du quotidien, mais qui est rassurant parce qu'en plus c'est quotidien. Moi j'adore les trucs, très, très cadrés, très quotidiens. Je suis assez pantouflard, et c'est un truc qui est voilà, qui est facile à mettre en place pour moi parce que, ben, et voilà, préparer le café et en plus c'est tous les jours donc ça, tu vois, c'est quelque chose je sais que je peux le mettre en place et ça sera toujours normalement bien reçu. Enfin, sauf effectivement dans les moments où il va être malade et que voilà, dans le cas des dernières semaines, le café était pas une bonne idée, au contraire. Donc, voilà, on a juste mais voilà, un petit exemple comme ça. Trop bien. Enfin, pour terminer, pourrais-tu déposer quelque chose, une phrase, une citation, des paroles de chanson, pourquoi pas, ou même un simple mot, comme un écho pour encourager chacun et chacune à visibiliser l'invisible? Heu
Alors peut-être, je pense une de mes situations, enfin c'est pas une situation, une de mes expressions ou mantras préférés, c'est: «Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse». Mais à l'inverse, essayez de penser aussi de faire aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Parce que les 2 finalement sont valables. C'est, ne pas nuire et au contraire, peut-être mettre en place des choses, qui peuvent, améliorer, alors je sais pas si ça s'applique tout à fait, à ta question dans le cas effectivement de la visibilisation, mais oui, il y a cette idée effectivement d'aller sur quelque chose sur une pratique du monde un peu moins égoïste et de se dire: «Attends, voilà», toujours prendre le recul et se dire: «Attends, si moi on me faisait un coup pareil, comment je le prendrais?» Et voilà, c'est peut-être ta réponse effectivement. À partir du moment où tu poses cette question-là, tu as déjà une partie de ta réponse. Merci Jocelyn, merci pour ce Merci à mot toi. si chaleureux et honnête. Merci. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode et de prolonger son écho encore et encore. Pour cela, soutiens ce podcast en lui donnant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et en t'abonnant pour ne manquer aucun épisode. Découvre également les engagements et actions de notre association sur notre site internet lesinvisibles.ch. Ensemble, partageons et faisons résonner les échos de l'invisible.